Voilà, alors avant de zoomer sur quelques particularités sur la NAO, sur la CPPNI, etc., quelques informations générales. Alors la première qui n'est pas une information nouvelle, c'est l'enseignement catholique qui n'est pas un groupe, mais l'ordonnance du 22 septembre 2017 permet véritablement de s'appuyer sur cet élément-là. Nous n'avons pas à reclasser en dehors du périmètre de l'OGEC de l'établissement ou des établissements s'il y en a plusieurs. Donc nous n'avons pas à reclasser ou à chercher à reclasser quelqu'un en dehors de ce périmètre-là. Donc nous ne sommes pas contraints, obligés d'aller chercher au sein d'un même département ou au niveau national, évidemment, la possibilité de reclasser un salarié qui aurait, pour lequel donc une inaptitude a été constatée par le médecin du travail. Voilà. Donc, pour qu'il y ait groupe, il faut qu'il y ait des liens capitalistiques, ce qui n'est pas notre cas. Alors, deuxième point, là c'est une nouveauté importante à prendre en compte. À partir du 1er janvier 2019, il va falloir intégrer dans le calcul des effectifs pour les déterminations de seuil lors des élections pour le CSE, il va falloir intégrer les contrats aidés, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc les personnes en contrat aidé, les CAE, CUI que nous avions, pouvaient voter, mais n'étaient pas comptabilisés dans les effectifs pour déterminer les seuils, en particulier le seuil qui déclenche l'obligation de CSE, donc 11 salariés, et également le seuil des 50. Voilà. À partir du 1er janvier 2019, il faudra l'intégrer. Je rappelle que tout le monde doit être passé en CSE pour le 31 décembre 2019. Donc ceux qui n'auraient pas organisé d'élection cette année 2018, il va falloir impérativement le faire en 2019. RGPD, donc sujet effectivement brûlant, enfin en tout cas d'actualité. Alors pour ce qui nous concerne, nous, ici, ce matin, il s'agit des salariés. Donc il faut les informer. Donc vous avez là-dessus une note d'information sur Isidore. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à diffuser cette note d'information. Et les nouveaux contrats, ou les contrats de travail, toujours dans Isidore, incluent maintenant cette information sur la RGPD. Voilà. Donc bien penser à communiquer auprès des salariés. Autre sujet brûlant, le prélèvement à la source, donc qui va être effectif à partir là aussi du 1er janvier 2019. Ce que nous avons à faire, c'est de la communication auprès de nos salariés. Clairement, ce n'est pas nous qui décidons du taux d'imposition, c'est bien l'administration fiscale qui a la main sur cet aspect des choses. Nous nous contentons simplement de faire le prélèvement. Donc là aussi, dans Isidore, vous trouverez une note d'information que vous allez pouvoir diffuser largement à l'ensemble des salariés, leur indiquant bien qu'en fonction des choix qu'ils font, en particulier lorsqu'ils déclarent leurs revenus, ils ont différentes possibilités sur le taux qui peut leur être appliqué. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est bien les salariés qui peuvent modifier ce taux-là. En aucun cas, l'employeur ne va évidemment intervenir là-dessus. Nous, on ne fait que collecter l'impôt. Voilà pour ces quelques points d'actualité. Alors, un petit focus sur CPNI et CPR, en particulier sur les CPR. Donc la CPPNI, donc ça a été évoqué tout à l'heure par Bertrand Van den Hervelde. Les CPR vont être remis en place au sein des différentes régions. Une des missions importantes de la CPR, c'est la conciliation. Donc s'il y a difficulté, problème sur l'application de la convention collective, la CPR peut se constituer en commission de conciliation. Il est évident que cet aspect-là des choses, l'idée de la conciliation, c'est d'arriver évidemment à un accord et à sortir par le haut d'un problème. Si on peut même éviter d'aller en conciliation, c'est encore mieux. Donc il faut vraiment privilégier le dialogue social. La CPR n'a pas le pouvoir d'interpréter. C'est bien la CPPNI, d'où son nom, le I correspond à interprétation. Seule la CPPNI peut interpréter les éléments de la convention collective. Par contre, une CPR peut éventuellement demander à la CPPNI d'examiner un point particulier. Mais elle n'a pas le pouvoir d'interprétation, tout simplement pour éviter que d'une région à l'autre, on ait des interprétations différentes. Voilà.
Petite nouveauté concernant les salariés mandatés, ou du moins une précision. Tous les salariés qui sont amenés à siéger, que ce soit en CPPNI ou en CPR, ont le statut de salarié mandaté et donc bénéficient, au même titre qu'un délégué syndical, d'une protection. D'accord ? Donc ces éléments doivent être donc intégrés dans les établissements. Et donc, a priori, dans Isidore, dans quelques temps, on pourrait avoir un suivi de la gestion de ces salariés mandatés. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des interrogations là-dessus ou des problèmes, à consulter ou à solliciter Jean-René Lemeur. De même, les accords d'entreprise, vous avez vu, ça a été évoqué tout à l'heure, les ordonnances Macron privilégient les accords d'entreprise, hein, qui sont vraiment aujourd'hui un point important de construction de la norme. Eh bien, ces accords d'entreprise doivent être évidemment déposés à la directe, mais également à l'Observatoire EPNL qui dépend de la CPPNI. Là aussi, contrairement à ce qui existait précédemment où la commission paritaire devait se prononcer sur les accords d'entreprise, aujourd'hui nous ne faisons que les recevoir, mais c'est important que nous les ayons. La NAO 2018, donc, pour l'ensemble de la branche EPNL. Hein. Alors, ce qu'il faut en retenir et ce qui nous impacte, nous, directement, dans notre périmètre de la section 9 en particulier, c'est donc l'augmentation de 1% des salaires minima conventionnels, donc à partir du 1er septembre 2018. Donc ça, je pense que vous l'avez tous intégré. Voilà. À savoir également pour les autres sections, c'est-à-dire de la 1 à la 7, donc qui ne nous concerne pas directement, une réévaluation des bas de grille qui a été donc actée. À savoir également, dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, alors ça c'était déjà en place au sein de notre périmètre, mais ça a été généralisé, c'est la prise en compte à 100% du congé parental dans le calcul de l'ancienneté et l'obligation, suite au retour, de proposer une formation. Voilà. Donc le point CEP est passé à 17,56 € et le point CFA-CFC à 75,58 €. Voilà. Deux choses sur la CEP. La subrogation, donc on rappelle, donc ça c'est pas nouveau, hein, c'est déjà en place depuis une année. La subrogation est généralisée, donc elle concerne l'ensemble des salariés dans tous les OGEC. Ce qui a été souhaité, c'est que les salariés ne perdent pas, n'aient pas de retard dans leur indemnisation et puissent bénéficier de leur salaire, même lorsqu'ils sont en arrêt maladie et qu'il y a un peu de retard par les organismes sociaux. Donc tous les établissements, tous les OGEC doivent impérativement procéder à cette subrogation. Voilà. Concernant la formation professionnelle, là aussi, pas de nouvelles dispositions, mais un rappel. Tout départ en formation doit faire l'objet d'un dispositif de départ en formation. Je ne trouve plus mes mots, ça va revenir. Ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord avant le départ en formation. Donc chaque salarié doit bénéficier sur les 5 années d'une formation valorisée. Cette valorisation n'est pas forcément une valorisation à 25 points. Les 25 points n'interviennent qu'en cas de non-accord ou à défaut. Lorsqu'un salarié va partir en formation, vous allez vous mettre d'accord avant ce départ en formation sur, donc évidemment, la formation et ce à quoi elle va aboutir. Elle peut aboutir à une reclassification, à une augmentation en termes de degrés, changement de strate, changement de fonction, etc., etc. Donc ce qui est très important, c'est bien de se mettre d'accord avec le salarié sur ce à quoi il va avoir le droit. On peut très bien avoir une formation qui ne sera pas valorisée. Mais dans les 5 années, il faudra qu'il y en ait une qui soit valorisée. Mais le salarié peut se former 2 fois sur cette période quinquennale ou 3 fois, mais il ne sera valorisé qu'une fois. Si la formation n'aboutit pas à un changement de strate, un changement de degré, etc., eh bien, à défaut, ce sera 25 points qui vont s'imposer. Mais le 25 points, c'est bien à défaut. L'idée, c'est de trouver un accord avec le salarié, parce que l'idée de la formation, c'est évidemment qu'il monte en compétences.
Donc qui dit montée en compétences doit donner normalement une valorisation salariale. Voilà, donc c'est un élément qui est négocié entre les parties avant le départ en formation. Voilà, donc importance évidemment de l'entretien professionnel. Donc on rappelle, nécessité de l'entretien professionnel tous les 2 ans et formalisation du départ. Voilà, c'était les engagements réciproques, ce que je cherchais tout à l'heure. On rappelle que la période sexennale s'arrête le 14 mars 2020. Donc à l'issue de cette période sexennale, tous les salariés devront avoir bénéficié d'au moins une formation, d'avoir soit bénéficié d'une qualification professionnelle, soit d'une augmentation de salaire. Donc ça arrive très très vite. On est dans même pas 2 ans. Alors n'hésitez pas à favoriser les départs en 2018 ou à formaliser un départ en 2018, même si la formation a lieu en 2019, ce sera imputé sur les crédits de 2018. Or, là je me tourne peut-être vers Jean-René, je pense qu'il reste des fonds en 2018. Oui, j'ai message vraiment enthousiaste sur l'utilisation des fonds. Puisqu'encore une fois, les fonds mutualisés au niveau de la branche sont gérés selon une comptabilité d'engagement et non pas de trésorerie. Donc tout ce qui est formalisé en 2018, on peut envisager des départs pour 2019. Et compte tenu de la réforme qui va vous être présentée dans l'après-midi, il y a des grosses incertitudes sur la capacité de financement, notamment pour les entreprises de plus de 50. On va revenir sur les moins de 50, et encore, on n'a pas encore les logiques financières permettant le financement d'actions. Donc c'est maintenant qu'il faut envoyer les salariés en formation. Vous avez encore 3 mois, plus 2 ou 3 mois dans le cadre de l'engagement 2019. Donc n'hésitez pas pour anticiper le rendez-vous de l'entretien professionnel et le bilan sexennal, comme c'était rappelé tout à l'heure. Donc il y a encore des fonds. Il y a encore, on ne va pas dévoiler les enveloppes, je me retourne vers Michel, on les a étudiées cette semaine. Donc il y a encore des fonds, notamment avec les réserves accumulées autour de capital compétences. Donc n'hésitez pas. Et surtout, alors le PowerPoint qui va vous être envoyé dès demain détaille des situations et des capacités d'engagement, la méthodologie pour envoyer les salariés en formation, avec le catalogue Action collective, avec les actions de formation en réseau sur capital compétences. Et Aurélie a fait des fiches par typologie de métier pour vous aider justement à monter un parcours. Voilà. Merci pour ces précisions. Le EP Santé, ce qu'il faut retenir, c'est que le EP Santé se porte bien, le régime est piloté, donc de bons résultats sur les 2 derniers exercices qui permettent donc de voir l'avenir sereinement. Voilà. Donc quelques ajustements sur l'évolution des garanties. Alors comme le secteur se porte bien, eh bien, il y a quelques évolutions qui ont été prévues, en particulier sur les prothèses dentaires, qui verront donc leur remboursement augmenter d'une centaine d'euros. Une évolution de l'enveloppe annuelle sur la médecine douce, donc 50 € par séance, 3, 4 ou 5 séances par an selon la couverture, et donc un élargissement du nombre de praticiens concernés. Et enfin, la création d'une prime naissance et adoption pour les salariés couverts sur le socle. Suppression de l'ancienneté minimale. Donc la commission EP Santé a supprimé la condition d'ancienneté de 4 mois pour bénéficier du régime. Ça veut dire que dès l'instant où le salarié a signé son contrat de travail et est embauché, donc il bénéficie de cette protection. Donc là aussi, c'est un plus. Donc ce sera applicable à partir du 1er janvier 2019. Solidarité pour les CDD et les bas revenus. Donc là aussi, une exonération totale de la part salariée de la cotisation conventionnelle. Donc pour ces salariés qui sont en CDD ou dont le revenu, ou dont la cotisation représente au moins 10% de leur rémunération. Donc ça fait une économie mensuelle par salarié de 19 €. Par contre, évidemment, la part salariale reste identique. Option patronale. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit salariale, pardon. Patronale. Option 3 et cotisation famille. Donc les contrats, donc option 3 qui étaient diffusés par les assureurs ne bénéficiaient pas de la mutualisation. Et donc
cette option 3 va être intégrée dans l'ensemble de la mutualisation, là aussi, à partir de maintenant. Les cotisations 2019, donc un régime général donc à 38,50 pour la part socle, 42,40 pour le conjoint et 21,10 pour donc les enfants. Et ensuite, donc, avec les options, donc la spécificité Alsace-Moselle, et les options, donc options 1, 2 et 3. Voilà, vous avez les tarifs là qui vous seront communiqués. À noter la gratuité à partir du 3e enfant. Rappel donc, concernant les dispenses qui sont à renouveler tous les ans. Et donc, n'hésitez pas à utiliser Isidore qui va vous rappeler justement de bien mettre en place ces dispenses, en particulier en cas de contrôle URSSAF. Ça vous sera demandé. On termine par le prévoyance. Là aussi, le régime est piloté et donc ça permet d'avoir une gestion équilibrée du régime. Et on revient à ce qu'on appelle le juste prix concernant les différents taux de cotisation. Au niveau enseignant, donc on arrive à une cotisation appelée de 1%, 0,8 pour l'établissement et 0,2 pour les participants. Pour les personnels non cadres des établissements, 1,20 avec 1% pour l'employeur et 0,20 pour les salariés. Et pour les cadres, on est à 1,70, 1,50 pour l'employeur et 0,20 pour les salariés. Donc dans tous les cas de figure, les salariés cotisent à hauteur de 0,2% de leurs revenus. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah si, dernière chose, CSG-CRDS, en cas de contrôle URSSAF, n'hésitez pas à prendre contact avec la branche pour obtenir un quitus, pour éviter le redressement. Donc ça, c'était déjà d'actualité l'an passé. Voilà un rapide tour d'horizon sur cette actualité sociale de rentrée. Merci à vous. Oui, les quitus CSG-CRDS sont réalisés dans la journée en règle générale. Donc certains d'entre vous ont pris l'habitude de nous contacter. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant les inspecteurs du redressement d'ailleurs qui nous sollicitent et qui nous le demandent en direct. On a quelques difficultés avec la prévoyance des enseignants, notamment, on va travailler ça avec les assureurs, puisqu'on aura quelques difficultés avec la dématérialisation des bulletins de salaire, la disparition de la DUX, etc. Donc il faut qu'on trouve des moyens intelligents pour payer les cotisations. Donc on va essayer d'être intelligent. Alors ce sera une première, c'est bien, c'est enthousiasmant. C'est cool et enthousiasmant, comme votre humeur du matin. Donc on y travaille notamment avec Hervé Odor qui est dans la salle. Donc on viendra vers vous très vite pour traiter du sujet. Est-ce qu'on respecte totalement le timing? On a même 5 minutes d'avance. Merci beaucoup, Denis. Je ne sais pas si à ce stade, vous aviez des questions. Peut-être en profiter. Bonjour. On a parlé EEP Santé, on n'a pas parlé prévoyance. Or, on constate de façon assez générale, que ce soit au niveau national, au niveau des différents secteurs professionnels, qu'en matière de prévoyance, il y a une dérive actuellement de l'absentéisme, donc qui génère des coûts importants en matière de prévoyance. Est-ce qu'il y a des études particulières faites au niveau de notre secteur? On a travaillé, il y a eu un audit précis sur ce sujet-là. On a effectivement, depuis 2 ans, une augmentation de la sinistralité, notamment due à des arrêts très longs, plutôt longs, donc ça a un impact important sur les régimes. La dernière étude qui a été faite sur le premier semestre 2018 montre qu'il y a plus 14% de départ. Je ne sais pas si les chiffres en Ile-de-France corroborent cela. Votre pratique au quotidien montre aussi qu'il y a plus de sinistralité, une durée plus importante des arrêts. Donc il faut être très vigilant là-dessus. D'un point de vue impact financier, on est en questionnement, parce que derrière, c'est des engagements lourds, notamment en provisionnement sur de l'invalidité, etc. On vous a montré une augmentation du taux de cotisation.
l'année prochaine, il sera sans doute revu à nouveau, notamment pour les populations non cadres, et sans doute qu'il conviendra de travailler en termes de conditions de travail, de pénibilité, etc., sur le volet prévention. Peut-être engager d'autres réflexions sur le traitement de cet absentéisme et trouver les raisons pour lesquelles il y a une telle augmentation. Voilà, donc on est vigilant sur l'impact financier, l'impact social et sur les conséquences en termes d'exécution du contrat de travail, voire de sa rupture aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je vous présente Marianne Rémy, qui est depuis 1 mois et demi à la FNOGEC. On nous pose de plus en plus la question pour prendre une assurance garantie arrêt de travail pour l'employeur, pour alléger les coûts de maintien de salaire, justement avec tous ces arrêts qui pèsent quand même financièrement sur l'établissement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question ? Alors, nous, on réfléchit, c'est un peu notre signature, on réfléchit toujours. Après, on n'a pas fait d'études, clairement, sur de l'arrêt. Moi, j'ai eu des expériences passées où on montre que ça n'a pas forcément d'intérêt sur certaines typologies d'emploi, etc. Si c'est une vraie demande, bah, on va lancer l'étude. Moi, je me souviens en avoir parlé il y a quelques années à Michel Queneau. Voilà, lui, compte tenu de son expérience, il avait un peu freiné la démarche, mais tout ça est à étudier, évidemment. Mais on a de grosses difficultés en termes de tarification parce qu'on n'a pas non plus la main sur la donnée immédiate et on n'a pas la connaissance précise du sinistre à la date où il se passe. Et donc là, il faut qu'on organise tous ensemble. Alors, c'est un appel à la gestion collective et commune pour qu'on ait de l'information sur de la donnée. Et ça fait partie aussi des développements que nous souhaitons avoir en digital. Et donc c'est pour ça qu'on vous pousse à utiliser Isidore. C'est-à-dire que plus on a d'informations, plus on est précis dans la tarification et plus on est en capacité d'agir. Donc, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas l'information sur la déclaration au plus près de la date de sinistre. Mais on note, c'est une bonne idée, c'est enthousiasmant. Il faut qu'on rajoute un pilier dans la négociation, Bertrand. Pas d'autres questions ? Eh bien, on va continuer. Si, au fond, Monsieur Léon. Oui, Diego Léon. Donc, ça était juste pour illustrer un petit peu le débat par rapport à la question qui a émergé sur les raisons de l'augmentation du taux de sinistralité. Il faut avoir en tête aussi que l'allongement, le report de la durée, de l'âge légal de départ à la retraite a provoqué aussi le fait d'un maintien en activité beaucoup plus longtemps. Et du coup, c'est aussi ça qui se constate, qui explique la hausse de la sinistralité. Donc il y a effectivement, comme le dit Monsieur Le Meur, il y a à travailler sur les conditions de travail, sur l'accompagnement, et voir comment on peut améliorer les choses. Plus d'autres remarques, réactions, questions ? Très bien, merci Marianne. Eh bien, nous allons dérouler la matinée.